Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire, sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Le colonel Douglas McGregor est avec nous pour une revue de fin d'année et ce que nous attendons être notre dernière diffusion en direct de l'année. Colonel McGregor, c'est un plaisir, mon cher ami. Joyeux Noël en retard et bonne année en avance à vous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, c'est une revue de fin d'année. J'ai tous les points chauds sur lesquels je veux vous interroger, mais commençons par les dernières nouvelles. De votre point de vue, avez-vous vu des preuves crédibles que les allégations selon lesquelles les Ukrainiens ont tenté d'assassiner le président Poutine hier en envoyant 91 drones à sa résidence sont croyables? Eh bien, ils ont certainement envoyé les drones à sa résidence de Novgorod, c'est assez clair. Je suis surpris que tous les 91 semblent avoir soit manqué la cible, soit été abattus. Quant à savoir si c'était une tentative d'assassinat, cela dépend de si les renseignements qu'ils avaient suggéraient qu'il était effectivement à la résidence. Vous savez qui c'est? Je veux dire, rien ne me surprendrait. Les Ukrainiens ont assassiné des gens à Moscou à tout va. Récemment, un officier général de haut rang a été tué, et ce n'est pas le premier. Rappelez-vous bien sûr le Docker, la fille de Dugin qui a été assassinée. Je suppose qu'au lieu de l'atteindre, ils l'ont atteinte elle et l'ont fait exploser. C'est ça. On a déjà eu pas mal de choses comme ça. Je pense que ce que nous pouvons dire, c'est que c'était une attaque très définie contre la résidence. Pourquoi il semble penser que Poutine était là est un mystère pour moi. Peut-être pense-t-il qu'il y a un centre de commandement dans la résidence. Qui sait? Le président Trump lui-même a déclaré hier aux médias que le président Poutine lui-même lui avait dit que cela s'était produit. Cri extrait numéro 1. Vous savez qui m'en a parlé? Le président Poutine m'en a parlé tôt le matin. Il a dit qu'il avait été attaqué. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les responsables russes? N'oubliez pas, vous savez, les Tomahawks, j'ai arrêté les Tomahawks. Je ne voulais pas ça, parce que nous parlons d'un moment délicat. Ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'être offensif, car ils étaient offensifs. C'est autre chose d'attaquer sa maison. Ce n'est pas le bon moment pour faire cela. Et je ne peux pas le faire. Et j'ai appris cela aujourd'hui du président Poutine. J'étais très en colère à ce sujet. Et The Guardian rapporte que la Russie a déplacé davantage d'Oreshnik en Biélorussie. Cela vous surprend-il? Oh non, je pense que c'était déjà bien engagé de toute façon. Ils ont simplement appuyé sur le bouton plus tôt. Les Oreshniks sont un puissant moyen de dissuasion et je pense que ce n'est pas uniquement destiné aux Ukrainiens. C'est aussi destiné aux Européens de l'Ouest, en particulier à Berlin, Paris et Londres. Ils doivent comprendre que c'est les discours dangereux qu'ils ont tenus, les menaces qu'ils ont proférées, même si ces menaces sont en grande partie creuses, ne font aucune différence pour les Russes. La population russe et son gouvernement en ont assez de toute cette entreprise. Il semble que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, ait capté cette impatience lorsqu'il a dit « Voici ce qu'il a déclaré. C'est bref, mais c'est assez direct au sujet des drones. » Cri extrait numéro 2. Dans la nuit du 28 au 29 décembre de l'année 2025, le régime de Kiev, avec ses intentions agressives, délibérément mené une attaque terroriste odieuse en utilisant 91 véhicules aériens sans pilote de longue portée, ciblant spécifiquement la résidence officielle du président de la Fédération de Russie, située dans la région historique de Novgorod. De telles actions imprudentes et totalement irresponsables ne resteront certainement pas sans réponse. Les cibles précises et le moment exact des frappes de représailles par les formidables forces armées de la Russie ont été définitivement déterminés et sont maintenant en cours. Le même jour où cela s'est produit, et vous avez commenté à ce sujet dans un email, le président Poutine est apparu en tenue militaire s'adressant à ses hauts responsables.
Est-ce une sorte de message qu'il envoie lorsqu'il apparaît périodiquement en uniforme militaire? Oui, indéniablement. Permettez-moi d'abord de dire quelques mots. Cette guerre, et il y a deux types de guerres, par exemple, que notre ami Clausewitz mentionne. Il parle de guerre de décision et de guerre d'observation, ou ce que nous appellerions des guerres de choix. Pour la Russie, c'est une guerre de décision. La question est existentielle. La vie de la Russie en tant que nation, en tant qu'État souverain indépendant, est en danger. Et jusqu'à présent, nous avons eu cette chose appelée l'opération militaire spéciale. Ils utilisent encore ces termes. Mais en fait, cette guerre a changé de manière spectaculaire. Ce qui a commencé comme une opération militaire spéciale limitée conçue pour signaler les intérêts de la Russie, ses préoccupations légitimes en matière de sécurité, est devenu maintenant cette guerre de décision, une guerre pour l'existence de la Russie et de sa population. L'Ukraine est l'instrument, et quand je dis instrument, je veux dire instrument. C'est simplement le régime marionnette et le capital humain qui est dilapidé sur le champ de bataille au nom des gouvernements mondialistes en Europe et à Washington qui veulent détruire la Russie. Il revêt l'uniforme à ce moment-là et se présente à une réunion de l'état-major général avec les hauts dirigeants militaires pour montrer que c'est désormais une guerre pour l'existence de la Russie et la patience qui existait autrefois. Je pense qu'elle s'épuise. Et c'est la patience envers nous et envers l'Europe. Vous savez, je pense que le président Poutine essaie toujours d'être poli et il écoute attentivement tout ce que dit le président Trump. Et je pense qu'il croit que le président Trump est assez sincère, comme il l'a dit, mais il a vu à plusieurs reprises que le président Trump est incapable de réaliser grand-chose, que le Congrès des États-Unis a son propre avis, que les mêmes personnes qui font pression pour la guerre au Moyen-Orient et contre le Venezuela sont également intéressées à détruire la Russie. Et ces personnes, qu'il s'agisse de grands donateurs milliardaires ou de membres du Sénat, cela ne fait aucune différence. Elles semblent avoir plus d'influence et de pouvoir que le président Trump. Et c'est, je pense, le message que le président Poutine transmet. Merci beaucoup. Nous apprécions vos paroles aimables. Nous sommes maintenant en guerre pour notre existence et nous sommes prêts à mener cette guerre jusqu'en Europe si nécessaire. Notre ami et collègue Larry Johnson a suggéré plus tôt aujourd'hui que le MI6 était probablement impliqué dans la livraison ou la tentative de livraison de ces 91 drones à la maison du président Poutine. Cela vous surprendrait-il? Non, je pense que le MI6 a toujours été en tête. Les Britanniques semblent être les plus intéressés par la destruction de la Russie des différents États européens. Quand je dis britannique, je ne parle pas du peuple britannique qui n'a aucun intérêt à aller en guerre contre la Russie, mais de son gouvernement. Donc je pense que c'est vrai, mais nous ne devrions pas perdre de vue le fait que peu importe ce que dit le président Trump, quelles que soient les directives qu'il émet, la CIA est toujours fortement engagée en Ukraine. Il continue de fournir des renseignements précieux à travers la structure militaire de l'OTAN aux personnes qui essaient toujours de maintenir le régime ensemble à Kiev. Et je suis sûr que nous avons eu au moins quelques informations de ciblage que nous avons également fournies. C'est ce qui est si décevant. Le président Trump dit une chose au téléphone, et comme je l'ai dit, le président Poutine reconnaît qu'il est probablement sincère, mais les choses continuent sans changement. Cela me rappelle sa dernière année en fonction en 2020, lorsqu'il disait à tout le monde « Je retire nos forces de Syrie », et des gens dans la chaîne de commandement lui ont en fait dit « Oh oui, elles sont sorties », et elles ne l'étaient pas. Elles sont restées sur place. C'est ça. Juste avant que nous ne passions à un autre sujet, The Guardian rapporte des discours sur le parquet de la Douma russe ce matin, mardi 30 décembre, commençant le processus de reclassification. Et d'après ce que vous m'avez dit, le libellé signifie beaucoup pour le peuple russe et pour l'armée, reclassifiant cela d'une opération militaire spéciale à une guerre totale. Yes. Oui, vous vous souviendrez il y a quelques jours que le président Poutine a fait des remarques lors d'une conférence de presse et ces remarques étaient très directes. C'était un avertissement à nos alliés européens de l'OTAN. Si vous poussez cette chose et que vous voulez vraiment une guerre, nous les Russes sommes prêts pour cela et nous sommes prêts à vous détruire.
Maintenant, les Russes ont fait un certain nombre de choses. J'étais amusé hier. Il y a eu l'annonce de 135 000 autres appelés. La Russie a une conscription sélective qui intègre progressivement ses forces armées. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'entre 650 000 et 750 000 réservistes ont été appelés. Parmi ce nombre, on s'attend à ce que 300 000, peut-être 400 000, dans cette fourchette, soient retenus en service actif après cette mobilisation initiale. Vous avez sur le terrain en Ukraine, 750 000 à 800 000. Vous ajoutez ces chiffres et maintenant vous avez plus d'1 million d'hommes mobilisés, prêts à se battre, et vous les avez organisés le long de plusieurs axes de Kherson jusqu'à la frontière avec la Russie blanche ou la Biélorussie. La Russie se prépare. Ils prennent très au sérieux les déclarations qui ont pu être faites de manière désinvolte. Si vous parlez aux soldats sur le terrain qui font des rotations en Ukraine, les Russes, mes sources me disent que non seulement leur morale est très élevée, mais qu'ils sont très bien informés. Ils comprennent exactement ce qui se passe et ils disent clairement à quiconque leur demande qu'ils se préparent à la guerre contre l'Europe. Cela doit être compris. Peu importe que les Britanniques, les Allemands, les Français aient dit « non, merci beaucoup ». Le fait est que leurs dirigeants continuent de parler stupidement d'engager une guerre qu'ils n'ont aucune chance de gagner et mettent tout en péril dans leur pays, et les Russes le comprennent. Ils s'y préparent jusqu'au niveau le plus bas. Chaque soldat russe à qui vous parlez dit la même chose. Nous nous préparons à la guerre avec l'Europe. L'Ukraine n'est pas un spectacle secondaire, mais elle devient maintenant insignifiante à côté du combat plus vaste pour l'existence même de la Russie. Eh bien, comment? L'OTAN est imprudente et combien de temps peut-elle survivre sans un soutien massif des États-Unis? Eh bien, vous savez, c'est une bonne question. Eh bien, quand nous parlons d'un soutien massif des États-Unis, ce qui est vraiment essentiel pour eux, c'est le commandement, le contrôle, les communications, les ordinateurs, l'intelligence, la surveillance, la reconnaissance. C'est très important. Leurs industries sont évidemment poussées à produire des munitions, des fusées et des missiles pour leur système d'armes. Mais ils sont capables, s'ils sont prêts à se consacrer à la perspective, et cela semble être le cas en Allemagne, par exemple. S'ils sont prêts à emprunter sans cesse, s'endettant de plus en plus, opérant avec des économies très fragiles, tout comme nous, ils sont assez puissants. Mais gardez à l'esprit, peu importe ce que dit le président Trump, nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir cette opération. Maintenant, nous n'envoyons pas autant d'argent qu'avant. La plupart des équipements que nous avons promis ne seront pas livrés avant des années, mais le point aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, tout ce que nous avons, nous l'avons donné, toutes les données d'intelligence, de surveillance, de reconnaissance que nous pourrions fournir pour le ciblage et les attaques. Nous les donnons. Ces choses n'ont pas changé. Je ne vois pas cela se terminer à moins que le président Trump ne s'implique personnellement. Et je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je veux dire, franchement, c'est étonnant pour moi que cet homme Radcliffe dirige encore la CIA. La CIA semble être une organisation rebelle qui fait à peu près ce qu'elle veut partout où elle va, indépendamment de ce que dit le président. Et c'est énorme. Quelle est la valeur de l'OTAN aujourd'hui? Eh bien, écoutez, l'OTAN aurait dû disparaître au début des années 1990, Georges. Dès que le système étatique soviétique s'est effondré, le pacte de Varsovie a été dissous, les forces soviétiques ont été retirées de l'Allemagne de l'Est, et c'était la grande concentration qui posait en fait la plus grande menace pour l'Occident. C'était le groupe de forces soviétiques en Allemagne. Une fois ces événements survenus, une fois que la Pologne a été évacuée, et la Pologne a toujours été critique en tant qu'infrastructure logistique pour toute opération offensive que les Soviétiques voulaient entreprendre. C'était fini. Nous aurions dû saisir l'occasion à ce moment-là pour commencer à réduire nos engagements envers l'OTAN. Non, pas dans le sens où nous allons abandonner l'Europe complètement, mais reconnaître la nécessité de faire en sorte que les Européens prennent leurs responsabilités. Le président Trump a toujours compris cela. Il a rendu cela très clair en 2020. Il a compris l'importance cruciale de faire en sorte que les Européens assument la responsabilité en tant que leurs propres premiers intervenants. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit principalement parce que personne ne se souciait de ce que le président Trump disait ou pensait.
En d'autres termes, la machine de guerre soutenue par les diverses agences de renseignement et le Congrès a continué d'avancer dans la même direction qu'elle a toujours suivie. Et tout ce que vous entendez du Congrès le démontre de manière concluante. J'ai écouté le commandant de l'Indopacom, peu importe ce que c'est, je veux dire. Quelle absurdité, comme si nous contrôlions l'océan Indien et l'Inde. C'est absurde. Mais néanmoins, il est arrivé là, et en écoutant cet homme, vous auriez pensé que c'était 1989. Je veux dire, la mentalité n'a pas changé. La machine, la bureaucratie à Washington n'a pas changé. Je pense que vous avez un phénomène similaire en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, et malheureusement en Pologne. Très bien. Et en conséquence, tant que ces choses ne changeront pas, les Russes vont devoir supposer le pire, et c'est ce qu'ils font. Je n'ai entendu que 2 membres du Congrès des États-Unis, sans surprise quant à leur identité. Le sénateur Rand Paul et le représentant Thomas Massie condamnent les efforts de l'UE pour voler les actifs russes des banques belges. Heureusement, le Premier ministre belge, qui comprend la propriété privée et l'industrie bancaire, a empêché que cela se produise. Mais ils ont essayé de le forcer à le faire, et où était le Congrès américain pour dire « c'est absurde ». Seulement 2 membres se sont exprimés contre cela. Eh bien, le Congrès et moi, malheureusement, je pense que c'est vrai pour le gouvernement des États-Unis, ne reconnaissent aucune loi supérieure à eux-mêmes. Je veux dire, tout ce discours que nous tenons sur le prétendu ordre basé sur les règles et le droit international, c'est du non-sens. Le droit international et les règles sont ce que nous disons qu'ils sont. Tout est question d'intimider tout le monde pour qu'il fasse ce que nous disons. Et le président Trump est pris au milieu de cela, et je ne pense pas que c'est là qu'il veut être, mais il ne semble pas savoir comment en sortir. Il est aussi pris au milieu de Israël et Gaza. Colonel, plus de 25 000 Gazaouis ont été tués, assassinés par les FDI en 2025. Cela ne semble pas du tout déranger Donald Trump. Non, vous savez, je suppose que c'est probablement vrai. Je n'aime pas penser que c'est vrai, mais néanmoins, les actions parlent plus fort que les mots, et cela serait suggéré par ces actions. Tout le problème avec le processus de paix à Gaza est que son nom est partout, et il en est au centre. Maintenant, il aime être au centre de tout, il aime que son nom soit sur tout, mais c'est un énorme échec. Ça ne mène nulle part. La région continue de se développer de manière très dangereuse. En ce moment, vous avez un empire ottoman renaissant sous la forme de la Turquie moderne, sous Erdogan. Il a des aspirations et des ambitions. Netanyahou mène une guerre pour la suprématie juive sur la région. Ce sont ses ambitions. Ces 2 puissances vont entrer en collision, et elles vont entrer en collision en Syrie. Elles vont aussi entrer en collision en mer Méditerranée. Je ne pense pas que les gens y prêtent attention. Et le fait que même Trump se lève et dit « Eh bien, Erdogan est mon bon ami, et Bibi Netanyahou est mon bon ami, et je suis très content de mes bons amis, et hors de propos. » Les intérêts l'emportent sur les sentiments chaleureux et l'affection. Tout cela est du non-sens en politique internationale. Ces 2 États sont en route vers une collision, et à cela vous devez ajouter l'Iran. Et il a été très clair sur le fait qu'une guerre avec l'Iran arrive. Je veux dire, je ne vois pas comment vous pourriez, vous savez, interpréter autrement les commentaires qu'il a faits. Donc en résumé, c'est une situation très inquiétante au Moyen-Orient. Vous n'avez aucune fin en vue en Ukraine. Mais où va-t-on maintenant? Ah, eh bien, nous avons attaqué le territoire pour la première fois en terre vénézuélienne. Mais avant d'en arriver là, c'est très perturbant. C'est Jonathan Pollard, un citoyen américain et israélien, qui est aussi, selon nos collègues de cette émission, l'espion le plus dangereux contre les États-Unis à l'époque moderne, dont la peine a été commuée par Donald Trump, disant « Eh bien, je vais vous laisser l'entendre ». Israël possédera toute Gaza. Extrait numéro 4. La reprise de notre terre biblique à Gaza va essentiellement préparer le terrain pour notre avenir. Pourquoi? Parce que cela montrera à nos ennemis que si vous nous combattez, non seulement nous vous vaincrons de manière décisive,
mais nous reprendrons également notre terre de manière permanente pour nous assurer qu'ils sont en sécurité et protégés à l'avenir. Et la seule façon d'y parvenir est d'avoir une Gaza juive 100% juive. En ce qui concerne le président Trump, écoutez, l'homme aime les gagnants. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est temps que nous commencions à agir comme tels. Plutôt que de demander la permission d'en être un, nous devrions simplement agir en tant que tels. Et c'est pourquoi je crois fermement que tout comme l'Amérique a une politique de l'Amérique d'abord, nous devrions avoir une politique d'Israël Rissona, Israël d'abord. Cela pourrait-il représenter l'attitude de Benjamin Netanyahou, qu'il a embrassé et enlacé lorsqu'il est descendu d'un avion lorsque Trump a commué à Tel Aviv lorsque Trump a commué sa peine américaine? Oh, sans aucun doute. Je pense qu'il parle au nom de la majorité des Israéliens. La partie triste est que nous ne sommes pas une administration de l'Amérique d'abord. Je souhaite que nous le soyons. Si nous étions une administration America First, nous ne serions pas impliqués dans tout ça. Nous sommes impliqués dans une multitude de choses. Il parle de l'extension de la politique de massacre de masse et d'expulsion. Cela ne devrait surprendre personne. Nous avons eu une pause. Pourquoi faisons-nous une pause? Et pourquoi cette pause est-elle sur le point de se terminer? Nous avons dû reconstruire des arsenaux de missiles, des arsenaux de défense antimissiles, des munitions, etc. en Israël. La même chose est arrivée en Iran. C'est pourquoi nous sommes à nouveau sur le chemin de la guerre avec l'Iran. Les différentes parties se sont largement remises du conflit de 12 jours précédents. C'est la vérité. Et ce qu'il dit n'a rien à voir avec l'Amérique d'abord. Je veux dire, écoutez, vraiment, je pense que nous sommes une administration Israël d'abord à Washington. Je ne vois aucune preuve de quoi que ce soit qui soit vaguement Amérique d'abord, car nos intérêts ne nous poussent pas à entrer en guerre partout dans le monde. Ils n'existent tout simplement pas, vous savez, en particulier compte tenu de notre économie fragile. Mais c'est là où nous en sommes, juge, vous savez. Et c'est malheureux pour moi que cet homme continue de conserver une sorte de citoyenneté américaine. Je pense que nous avons atteint le point de notre histoire où la question va être « Êtes-vous américain ou non ?» Il ne l'est pas. Il est un juif israélien. C'est son identité. Nous devons commencer à dire la vérité. Qui êtes-vous? En quoi croyez-vous? Et que voulez-vous? Et ce qu'il déclare est factuel de son point de vue, et il ne se soucie pas de combien de personnes doivent mourir au Moyen-Orient pour qu'ils aient leur suprématie juive sur la région. C'est la vérité. Le président Trump a affirmé en juin dernier que les États-Unis ont oblitéré sa phrase ou son mot « toute la capacité nucléaire iranienne ». Le secrétaire à la Défense, qui se qualifie de secrétaire à la guerre, a utilisé le même mot. Je suppose qu'ils vont revenir sur cela si nous nous préparons à attaquer l'Iran avec les Israéliens. Cela a probablement été discuté à Mar-a-Lago hier. Rappelez-vous que le président Trump est un génie du marketing. Il est l'un des plus grands vendeurs du monde. Quoi qu'il soit d'autre, c'est vrai. Et tout ce qu'il fait est toujours génial. Quelles que soient les discussions qu'il a sur n'importe quel téléphone, avec n'importe quel dirigeant, c'est toujours positif. C'est formidable. C'est super. Donc ce qui a été fait la dernière fois a été incroyablement efficace. Quiconque a suggéré autre chose a été immédiatement crié et invité à quitter la pièce. Mais ce n'était pas le cas. C'était un autre cessez-le-feu temporaire. Les Israéliens en avaient besoin. Les Iraniens étaient prêts à y consentir pour leurs propres raisons. Ce cessez-le-feu temporaire est terminé. Ces choses seront résolues par la violence. C'est la mauvaise nouvelle. Et nous ne semblons pas comprendre que ces choses ne sont pas des questions de nature existentielle pour nous. Mais elles le sont pour Israël, et elles le sont pour l'Iran, et de plus en plus, elles le sont pour les Turcs. Lorsque vous réunissez ces groupes, vous allez obtenir des tueries massives. C'est inévitable. La question est, que faisons-nous là-dedans? Qu'est-ce que nous? Comment en tirons-nous profit? Que gagnons-nous à cela? Maintenant, soyons francs. J'ai lu récemment que la richesse personnelle du président Trump a triplé depuis qu'il a pris ses fonctions. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec sa famille, avec Witkoff et d'autres, et leurs enfants qui courent partout au Qatar et ensuite aux Émirats pour récolter de l'argent. Mais le peuple américain n'en bénéficie pas.
Il n'y a rien pour nous. C'est le problème. C'est un problème très sérieux. Voici le président Trump confirmant hier une attaque américaine. Il ne dira pas si c'était la CIA ou l'armée. Et nous n'avons rien entendu du secrétaire Exet à ce sujet, confirmant une attaque américaine sur le Venezuela la semaine dernière. Cri, coupe numéro 3. Monsieur, en direz-vous plus sur l'explosion au Venezuela que vous avez mentionnée lors de l'interview radio? Est-ce l'armée qui a fait cela? Pouvez-vous partager ce que vous savez à ce sujet? Eh bien, cela n'a pas d'importance. Mais il y a eu une grande explosion dans la zone portuaire où ils chargent les bateaux de drogue. Ils chargent les bateaux de drogue. Alors, nous avons frappé tous les bateaux et maintenant nous avons frappé la zone. C'est une zone d'implémentation. C'est là qu'ils implémentent. Et cela n'est plus unique. Selon vous, quelle est l'importance de cela? Est-ce que ce sont les premiers stades d'une invasion? Eh bien, je ne sais pas avec quoi nous allons envahir. 15 000 à 20 000 soldats, c'est une goutte d'eau dans un pays de la taille du Venezuela. Nous ne pouvons pas contrôler grand-chose. Nous serions en difficulté juste pour contrôler Caracas avec cela, sans parler des points forts le long de la côte. Donc je ne sais pas quel est le plan là-bas. Je pense toujours qu'il y a eu fortement. Beaucoup de planification a largement dépendu de la mise en œuvre, comme le dit le président, d'un coup d'État pour éliminer Maduro. Cela ne semble pas avoir fonctionné. Vous savez, c'est difficile à dire. Je pense que le président s'est mis dans une position difficile. Il a parlé de toutes les choses qu'il va faire et du terrible prix à payer, et a dit que peu importe ce que Maduro propose, ce n'est pas suffisant à moins que Maduro accepte de quitter le pays. Je ne suis pas sûr de voir cela se produire. Le Venezuela fait partie du processus BRICS plus large. Ils n'ont pas encore rejoint, mais ils sont certainement sur la voie, ce qui signifie que les Russes, les Chinois, les Indiens, les Iraniens, tout le monde observe cela très attentivement parce qu'ils voient vraiment cela comme une guerre non déclarée des États-Unis contre eux. Et c'est ce qui est vraiment dangereux avec le Venezuela. Tout le commerce de la drogue n'a jamais été pris au sérieux par personne. Il s'agit non seulement des ressources au Venezuela, mais aussi d'arrêter ce qui semble être une avancée irrésistible des BRICS par ce nouveau système financier alternatif par rapport à ce que nous avons en Occident. Notre système financier s'effondre. Ils en construisent un nouveau. Le leur est soutenu par de l'or. Le nôtre est soutenu par des espoirs et des rêves, et pas grand-chose d'autre. Colonel, l'Empire américain s'effondre-t-il? Oui, je pense que vous êtes dans la phase tardive d'un empire. Et malheureusement, alors que votre capacité financière et économique diminue, il est historiquement exact de suggérer que l'Empire vacillant se tourne vers l'utilisation de la puissance militaire pour se sauver ou arrêter le déclin. Cela ne va pas arriver et c'est une perte de temps et c'est contre-productif. Mais c'est quelque chose vers lequel les dirigeants, et le président Trump ne fait pas exception, se tournent par désespoir. Et je pense aussi qu'il aime cela. Souvenez-vous, une des choses très claires avec le président Trump, c'est qu'il croit que l'intimidation des autres fonctionne. Colonel, je vais deviner que vous n'êtes pas optimiste pour la paix. En 2026? Non. En fait, je pense que 2026 va défoncer les portes de l'avion que nous appelons les États-Unis. Il vole à travers un très très mauvais temps et je ne sais pas comment ça se termine. Mais je pense toujours que nous ne parvenons pas à examiner l'économie. Nous ne regardons pas sérieusement notre système financier. Kinsey a publié un rapport intéressant. Il parle de 600 trillions de dollars de richesse dans le monde. Et a ensuite fait le commentaire que la richesse n'est pas réelle parce qu'elle ne repose pas sur une base de productivité. C'est particulièrement vrai pour nous. Mais quand vous avez ce type de marché gonflé, d'actifs gonflés, cela profite énormément aux 1% le plus riche. Et c'est le problème. Le top 1%, tout comme le président Trump, augmente sa richesse de manière spectaculaire chaque jour qui passe. Le reste de la population est en train de glisser vers la pauvreté ou pire.
Je pense que c'est là où nous allons et personne ne semble vouloir s'en occuper. Au lieu de cela, nous racontons en quelque sorte des histoires fantastiques. Oh, des milliers de milliards affluent dans le pays. Tout est en train de s'améliorer. Tout va mieux. Mais les Américains ne sont pas stupides. Ils ne voient pas ça. Et aucune des opérations militaires dans lesquelles nous sommes engagés ne va nous aider du tout. Colonel, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les doigts